La désinformation, c'est un problème qui est saillant, qui est très méconnu parce qu'en fait, beaucoup de personnes qui s'intéressent aux questions d'écologie ne consomment pas les médias dans lesquels la désinformation est la plus présente. Nouveau récit. Et ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup retenu, c'est quand on a une conviction chevillée au corps, ça va nécessiter de l'effort, mais en tout cas, il y aura que nous qui serons en capacité de le porter suffisamment loin, et donc faut pas lâcher. La relève n'est pas au pouvoir, la relève n'est pas en capacité de prendre des décisions aujourd'hui à l'échelle des directions de médias. Par exemple, demander, est-ce que la transition écologique est une priorité, puisque c'est quand même important pour les nouvelles générations. C'est une question type qui revient souvent, mais auquel les élus sont accoutumés, donc ils répondent souvent à quelque chose de bateau, et on s'arrête là. Comment est-ce que ça se fait que pour un défi, mais civilisationnel, on se retrouve avec ce niveau de confrontation? En fait, ça ne va pas. Tout ça, c'est lié au fait qu'il n'y a pas forcément de paradigme qui contraigne à la transition et qui incite aussi sur la durée. Nous avons toutes et tous une histoire à raconter, une cause à défendre, une voix à faire entendre. Je suis Fouad Souak et Nouveau Récit est un podcast produit par Précis. Bonjour, je suis Fouad Souak, bienvenue sur Nouveau Récit. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Eva Morel. Bonjour Eva. Bonjour. Ça va ? Très bien. Ouais, je suis content de t'avoir parce que ça fait un petit moment qu'on se tourne autour et c'était Marc Batty qui m'avait conseillé d'enregistrer un épisode avec toi. D'ailleurs, je vous recommande d'écouter ce nouvel épisode, cet épisode, avec Marc Batty sur FEV, sur Ferme en Vie. Tu es la cofondatrice et la secrétaire générale de Quota Climat. C'est ça. Alors, est-ce que tu peux m'expliquer, juste en quelques mots, ce qu'est Quota Climat ? Quota Climat, c'est une association qui travaille sur la manière dont les médias parlent d'écologie. Et donc, notre plaidoyer tourne autour de deux propos: demander aux médias de parler plus et mieux d'écologie. Et donc, pour ça, on produit de la donnée, on fait du plaidoyer auprès des pouvoirs publics, et puis on interpelle les médias sur les réseaux sociaux pour qu'ils parlent plus et mieux d'écologie. Voilà. Je pense que tu as résumé de quoi on allait parler aujourd'hui. Je pense que c'est important de rappeler qu'à Nouveau Récit, on parle de ce monde qui change par les acteurs qui participent à la transformation de ce monde. Parfois, on a un peu l'impression que ce monde ne change pas aussi rapidement qu'on l'aimerait, ou en tout cas que il y a un certain nombre de résistances assez importants. Mais les personnes que j'invite, en tout cas, participent très activement à essayer d'aller vers le mieux. Donc c'est pour ça que j'invite évidemment des entrepreneurs, en considérant que les entreprises sont un acteur politique, un acteur social et citoyen, et que au-delà de livrer des produits et des services, au-delà de faire des bénéfices, ils apportent une véritable contribution. Alors pas toutes dans les mêmes conditions, avec des règles de fonctionnement différents, etc. Mais à nous de les identifier et d'en faire des modèles pour essayer d'inspirer le plus grand nombre de personnes, à la fois entrepreneurs pour tendre vers du mieux, et puis d'autres qui auraient envie de créer leurs propres initiatives pour partir dès à présent sur le bon pied. Les entrepreneurs sociaux, donc c'est-à-dire des personnes en réalité qui mènent des actions et des activités aussi importantes et lourdes et engageantes que des entreprises, mais à but non lucratif. Et c'est vrai que Quota Climat est une association et fait partie, je pense, de cette définition des entrepreneurs sociaux. Tu vas nous en parler. J'ouvre quand même une petite parenthèse, et c'est ce qui est très important pour moi, c'est de souligner aussi que Nouveau Récit est soutenu et est partenaire de KissKissBankBank, qui est une organisation, un groupe, qui soutient ces initiatives. Donc ça fait beaucoup de sens pour moi. On enregistre d'ailleurs dans les locaux de KissKissBankBank. Je salue Lucie Godin et puis Mouna Aoun de nous mettre à disposition sa salle. Est-ce que tu as vraiment l'impression, toi Eva, que ce monde change? Et dans quelle direction ces changements vont-ils, selon toi? C'est compliqué à répondre comme question parce que les changements, ils sont pas linéaires. Et donc, quand on pose cette question, souvent, on s'attend à entendre que ça va de mieux en mieux, même si c'est lent. Nous, ce qu'on constate chez Quota Climat, c'est que ça va pas forcément de mieux en mieux dans les médias, voire parfois ça va de pire en pire. Par exemple, là, depuis janvier, ce qu'on constate en termes de quantité d'informations dans les médias, c'est une division par deux. C'est notre observatoire des médias sur l'écologie qui sortira en novembre et qui fait avec un consortium de partenaires
qui peut le dire. Et ce constat, il est important parce que ça montre que malgré tous les engagements des médias, il y a eu beaucoup de chartes d'engagement, il y a eu beaucoup de déclarations de dirigeants de médias et de responsables politiques aussi qui leur ont demandé de s'engager en faveur d'une meilleure couverture des enjeux écologiques. Malgré tout ça, ça va de moins en moins bien. Et on pense que c'est en partie lié au fait que ce soit fait uniquement par voie déclarative et pas avec sérieux, avec des indicateurs de suivi, d'évaluation, avec vraiment des plans d'action qui soient aussi en suivi de sanctions s'ils ne sont pas respectés. Donc, pour notre sujet spécifiquement, je pense pas que le changement soit très optimiste. En matière de politique aussi, et c'est quelque chose qu'on lie directement au rôle des médias, on voit qu'il y a aussi des reculs. Par exemple, au moment des élections européennes, on a constaté que le pacte vert européen, donc qui est la politique publique européenne pour parvenir à la neutralité carbone à horizon 2050, on a cru, et d'ailleurs c'est encore à risque, qu'elle soit rétrogradée en termes d'ambition. Et on pense aussi que c'est en partie parce que les médias n'interrogeaient pas suffisamment les responsables politiques sur les conséquences de ces reculs sur leur vie, et sur les institutions et sur la vie des citoyens concrètement sur le terrain. Et donc en fait, il y a des reculs qui s'observent dans un certain nombre de domaines. Il y a aussi pas mal de personnes qui s'engagent puis qui arrêtent de s'engager parce qu'elles en ont marre. Et tout ça, c'est lié au fait qu'il n'y a pas forcément de paradigme qui contraignent à la transition et qui incitent aussi sur la durée. Et on pense que les médias sont au cœur du réacteur et qu'ils permettraient d'enclencher ces changements sur la durée. Est-ce que tu penses que les médias, c'est ce levier pour débloquer ce fameux triangle de responsabilité ou d'irresponsabilité? Je pense que tu vas pouvoir le définir, mais en tout cas, chacun se rejette la balle en disant mais en fait, on va attendre que les autres agissent avant de faire quelque chose. Est-ce que les médias sont ce point de bascule pour permettre aux entreprises d'agir, aux consommateurs d'être plus responsables dans leur manière de consommer, au pouvoir public de trancher et de légiférer? Oui, c'est une métaphore qu'on utilise pas mal. Nous, on l'appelle triangle de l'inaction. Donc, on a en effet cette représentation d'un triangle. Alors, pareil, on parle des citoyens plus que des consommateurs, mais globalement, on se retrouve avec les mêmes individus. Et on pense que c'est sur les arêtes de ce triangle que les médias se situent, dans le sens où, pour commencer, pour faire le lien entre politique et citoyens, les politiques prennent le pouls des citoyens, surtout via les médias, parce qu'ils sont un peu sur le terrain, mais en réalité pas tant que ça. Et d'ailleurs, peut-être qu'il le faudrait davantage. Et donc, il y a souvent un décalage qui s'opère entre la perception qu'ils ont de l'opinion publique et ce que pensent réellement les citoyens. D'ailleurs, c'est démontré par certaines études qui montrent que les signaux faibles sont très peu captés par les pouvoirs politiques. Et donc, ils ont besoin, par le biais des médias, de comprendre un petit peu mieux le monde. Si les médias déforment, dans ces cas-là, les politiques agissent sur une vision déformée du monde. Si, par exemple, les médias disent aux politiques il y a un backlash écologique, les gens ne parlent plus d'écologie, les gens se détournent de ces préoccupations, se préoccupent plus de pouvoir d'achat, d'immigration, de sécurité. Mais dans ces cas-là, les politiques vont développer des programmes uniquement ou quasiment uniquement sur ces questions. Et moins se préoccuper des enjeux d'écologie. Et nous, ce qu'on dénonce, c'est le biais médiatique qui est opéré sur les questions d'écologie et qui ne correspond pas aux attentes citoyennes. Les médias dépeignent beaucoup d'événements météorologiques extrêmes, sans parler des solutions, par exemple, alors que les citoyens ne sont friands que d'une chose, c'est de comprendre comment on va se sortir de ce pétrin. Et ça, c'est compliqué. Est-ce que tu le crois vraiment? Est-ce que tu crois vraiment, en fait, que les citoyens sont friands des solutions? En tout cas, dans les sondages, dans toutes les déclarations qui sont faites de leurs envies d'information, oui, c'est ce qu'ils demandent. Et en réalité, quand on voit des contenus qui parlent de solutions d'une manière qui n'est pas bisounours, mais qui complexifie un petit peu les enjeux, les politisent, histoire de dire, certes, ça va pas se faire tout seul, certes, il y a des obstacles structurels, mais on peut y arriver. Oui, les citoyens comprennent que c'est dans ce sens-là qu'il faut qu'on aille. Donc je pense que ça, c'est un premier point qui est important, c'est si la courroie de transmission entre citoyens et pouvoir politique par le biais des médias s'opérait mieux, peut-être qu'on arriverait à davantage de mesures politiques ambitieuses. Ensuite, il y a une deuxième chose, c'est entre citoyens et entreprises. Est-ce que les entreprises comprennent les envies des citoyens? Est-ce que les citoyens manifestent leur désir de changement aux entreprises? Et pareil, si les médias n'invitent que certains entrepreneurs qui portent une vision du monde, ça biaise celle des citoyens qui ont l'impression que les entreprises ne font rien. Et si on interroge peu les citoyens sur ce qu'ils demandent aux entreprises, alors les entreprises ont l'impression qu'il n'y a pas de risque réputationnel ou en tout cas même de risque de modèle d'affaires à poursuivre comme ils le faisaient jusqu'à présent. Donc si on pense que voilà, un point de bascule aussi pourrait se jouer à ce niveau-là. Et dernière chose, entre responsables politiques et entreprises,
si les médias ne manifestent pas aux responsables politiques l'envie des entreprises d'avoir des cadres réglementaires qui les contraignent à améliorer leur performance, mais dans ces cas-là, les politiques n'ont que le son de cloche de ceux qui se plaignent. Et si les entreprises n'entendent pas que les cadres réglementaires vont évoluer, alors dans ces cas-là, aucune incitation à bouger. Donc en fait, en créant cette communication et en la fluidifiant dans un sens ou dans l'autre, on pense que les médias vraiment sont un point de bascule essentiel. Aujourd'hui, ce point de bascule, il est plutôt contraire aux intérêts de la transition, dans le sens où il y a vraiment une dynamique négative. Les représentants d'intérêts qui ont intérêt à ce que la transition soit ralentie ou ne s'opère pas sont prédominants dans les médias et se dépeignent comme des experts. On a beaucoup de désinformation, on a beaucoup de micro-trottoirs qui interrogent des citoyens sur pourquoi ils ne consomment plus bio, pourquoi est-ce qu'ils ne veulent plus acheter de voitures électriques, alors qu'en fait la majorité d'entre eux le souhaitent. Donc on a l'impression qu'il y a un effet loupe sur la négativité ambiante. Et tout ça, ça contribue à ralentir à la fois la volonté d'agir, mais surtout l'instauration de normes économiques et politiques. Et à ton avis, pourquoi la désinformation va plus vite que l'information ? Alors ça, c'est démontré par des biais cognitifs assez naturels qu'on a tous, c'est que c'est plus sensationnaliste. Donc en fait, on retient plus le sensationnaliste et on a plus envie de le partager que ce qui est moins incroyable. Or, la majorité des actualités sont moins incroyables que les fausses informations. Donc les informations circulent 6 fois plus vite en moyenne que les vraies informations en ligne. Et je pense aussi que les fausses informations ne sont pas uniquement diffusées avec une mauvaise volonté de la part des citoyens, mais aussi sont créées et amplifiées par des opérateurs économiques et à la fois l'économie d'attention, l'économie fossile, qui ont un intérêt économique très net à le faire. Et d'ailleurs, et plus de moyens, probablement aussi. Plus de moyens. Et quand on voit que régulièrement on a des scandales parce qu'on a accès à des mails ou des papiers de grosses entreprises qui montrent des stratégies de communication qui reposent explicitement sur la désinformation, on comprend tout de suite que si on entrevoit le sommet de l'iceberg, alors sûrement que énormément d'entreprises jouent ce jeu. Donc on arrive à l'indépendance des médias. D'abord, d'une part, très probablement à leur responsabilité professionnelle et éthique, c'est-à-dire de faire leur job. Et puis après aussi probablement en fait à l'agrégation de pôles médiatiques autour de grandes fortunes qui servent des intérêts économiques évidemment, et où les initiatives presse les plus sérieuses ou dont on pourrait juger qu'elles sont les plus sérieuses ont évidemment encore plus de mal à faire leur travail. Comment faire quand cette masse-là roulante et puissante contrarie ces objectifs fixés par encore une fois en fait une presse engagée et puis des associations engagées. C'est le modèle économique des médias, il détermine certes la ligne éditoriale, c'est je pense très visible de certains groupes. En revanche, il y a peu d'actionnaires médias qui décident d'en faire une entreprise idéologique explicite. Je pense qu'en France, on a le cas de Bolloré qui le fait avec son groupe, mais dans d'autres groupes médias, ça va être moins difficile de discerner exactement ce qui est lié à l'actionnariat ou pas. Et d'ailleurs, même, on pourrait quasiment dire que pour beaucoup de journalistes, ils sont complètement indépendants. C'est juste qu'ils sont peut-être influencés par, voilà, des convictions politiques portées par une rédaction. Mais au-delà de ça, nous, ce qui nous... J'ouvre une parenthèse, excuse-moi, et tu pourras continuer, mais est-ce qu'une rédaction, en fait, doit avoir des convictions politiques ? En fait, c'est une utopie de penser qu'on écrit d'un point de vue neutre ou d'un point de vue complètement objectif. L'objectivité en journalisme, elle n'existe pas, tout comme n'importe qui d'entre nous sommes liés à certains biais, liés à notre éducation, à nos connaissances. Et ça, je pense, c'est important de le reconnaître. En revanche, il y a quand même un cadre déontologique qui est tracé quand on exerce en tant que journaliste, quand on a une carte de presse. Il y a une charte, par exemple, de Munich qui trace les droits et devoirs des journalistes. Et normalement, si on fait bien son travail et qu'on a une conscience professionnelle suffisamment développée, on s'y tient. Nous, ce qui nous pose problème, c'est quand on constate que certains journalistes qui ne sont pas dans des rubriques spécialisées environnement considèrent que parler d'écologie serait un acte engagé, militant, en fait, que ça ne rentrerait pas dans le cadre de leur travail et que ce ne serait pas des variables d'analyse à intégrer à leur contenu. Et là, je pense notamment à des rédactions économiques et des rédactions politiques qui considèrent que leurs collègues du service planète, du service environnement, climat font très bien leur travail, mais que ça ne les concerne pas. Donc, parce que ça ne les concerne pas, leurs analyses peuvent être totalement dissociées. Et on se retrouve avec des situations encore... Aujourd'hui, on travaillait sur un article de Challenge qui considère la hausse, plutôt la baisse des prix du pétrole comme une bonne nouvelle, qui titre « Enfin, l'Occident peut respirer ». En plus, la métaphore de la respiration est quand même mal choisie. Et en fait, dans l'analyse, à aucun moment, le prix du pétrole n'est corrélé avec
en fait, les conditions de survie de l'humanité, tout simplement. Enfin, peut-être le fait d'émettre davantage de gaz à effet de serre qui vont modifier notre environnement biophysique et donc, in fine, notre capacité à s'adapter. Et ça peut paraître quand même un peu dissonant quand à côté de ça, on a des articles qui se félicitent qu'un responsable politique ait pris davantage d'engagement écologique. Ouais. Et en fait, ça, on voit qu'il y a quand même une différence nette d'une rédaction à une autre sur la manière de percevoir l'écologie comme liée à certaines analyses d'autres rubriques ou non. Et c'est peut-être la chose qui nous interpelle le plus, en fait. C'est comment est-ce que, d'une rédaction à une autre, en fonction du modèle économique, en fonction de l'actionnariat, en fonction de la ligne éditoriale, on va considérer que l'écologie peut être détachée. Alors, sur cet exemple hyper pertinent que tu donnes, que faudrait-il faire? Est-ce qu'il faudrait considérer que le journaliste, au-delà de la maladresse du titre, choisisse un angle et s'y tienne comme il a fait, auquel cas, petit astérix, disclaimer, et sur la même page, on met les conséquences, effectivement, des énergies fossiles, et puis l'impact environnemental sur lesquels, et etc., biodiversité. Ou est-ce que tu te dis que, au-delà de la maladresse du titre, le contenu même de l'article est aussi maladroit et devrait angler différemment son article? En fait, nous, on n'a pas de prétention à faire de l'ingérence éditoriale sur les contenus journalistiques. Ce qu'on dit juste, c'est à partir de quel moment est-ce qu'on peut considérer qu'on produit une information qui, en fait, l'information journalistique dans une démocratie, elle a une utilité publique. Elle est censée informer pour permettre la libre formation des opinions et évoluer en tant que citoyen le plus éclairé possible pour faire des choix démocratiques. C'est important de le rappeler. Voilà. Et en fait, c'est de ce point de vue-là qu'on s'adresse aux journalistes. C'est pas de problème, en fait, de produire un article avec un angle choisi et assumé et que, bien sûr, on n'a pas la place dans un article d'introduire toutes les préoccupations de court, moyen, long terme. En revanche, quand on a une crise climatique qui menace tout le monde à certains niveaux, certains plus que d'autres, et qu'on considère que unilatéralement la baisse des prix du pétrole est une bonne nouvelle, est-ce qu'on peut sciemment considérer que c'est une information qui protège les citoyens? Honnêtement, je pense pas. Je pense que c'est un danger et c'est pas du tout. Je m'avancerai pas à dire que telle ou telle information aurait dû être inclue dans cet article. J'invite juste à s'interroger sur le choix de l'angle et l'omission explicite d'un lien qui est quand même de plus en plus fait dans l'esprit des gens, qui est celui entre combustibles fossiles et réchauffement climatique. Ouais. Alors après, il y a aussi, je pense en fait que cet exemple est vraiment important parce que, sans me faire l'avocat du diable, j'imagine bien que ce journaliste a décidé en fait d'angler de cette manière-là parce qu'il va considérer que, comme le parc automobile et puis même le système de chauffage d'un certain nombre de citoyens français et européens reste au fioul et à l'essence. Finalement, la baisse du baril profite à une certaine forme de protection sociale et que c'est ainsi que l'on peut économiquement respirer. Sauf que on doit en sortir. Et c'est bien là tout le problème. Donc, encore une fois, comment ici on peut participer à animer le débat auprès de la presse, auprès des médias et auprès des citoyens en règle générale pour dire, OK, à court terme, il y a peut-être une inflexion en fait qui est quand même plutôt sympa pour le porte-monnaie des ménages parce que déjà l'inflation, blablabla. Mais n'oublions pas que l'objectif, c'est d'en sortir. Qui nourrit aussi un petit peu tout ça? Est-ce que c'est la responsabilité des médias? Est-ce que c'est aussi le rôle de Kodak Climat de faire ces campagnes de plaidoyer pour rappeler, pas simplement à Challenge, mais aussi à l'ensemble des autres médias, des organisations, des responsables politiques, des entreprises, de dire bon, on s'engage. Ok, très bien, mais engageons-nous dans cette transition importante et parlons-en de la meilleure manière possible. En fait, la question que tu poses, c'est celle de la transition juste et le fait que souvent, dans la production d'informations, il y ait des contenus qui semblent opposer écologie et justice sociale, ou en tout cas bien-être du consommateur ou aide aux ménages les plus précaires. C'est le cas, par exemple, des prix du pétrole qui, en fait, constamment posent un problème d'anglage dans les médias. Et je pense qu'il faut faire la distinction entre le cadre réglementaire minimum, le socle qui protège et qui permet de lutter contre la désinformation, et dans lequel là, on s'ancre pas du tout dans cette discussion, et ensuite les choix éditoriaux qui sont faits en pleine conscience, mais qui, en fait, s'ils s'opposent à la transition écologique, portent une responsabilité en tant que telle. La désinformation, c'est un problème qui est saillant, qui est très méconnu, parce qu'en fait, beaucoup de personnes qui s'intéressent aux questions d'écologie ne consomment pas les médias dans lesquels la désinformation est la plus présente. Donc en fait, le problème est ignoré. Les personnes qui consomment cette désinformation
comme ils sont généralement moins sensibilisés aux questions d'écologie, ne se rendent pas compte qu'il s'agit de désinformation. Et nous, un des gros angles de notre travail de plaidoyer, c'est de montrer qu'en fait, c'est un problème prévalent et qu'il faut s'y attaquer et que pour le coup, il y a des lois qui protègent les citoyens face à cette mauvaise qualité de l'information. Mais au-delà de ça, le fait en tant que journaliste, considérer que certains sujets sont des réflexes et d'autres n'en sont pas. Par exemple, parler d'écologie sans parler d'économie, ça paraîtrait complètement désillusionné. On considérait que, bien sûr, qu'un journaliste du pôle environnement d'un média doit prendre en considération ce qui se passe en termes de croissance, en termes d'inflation, en termes de besoins des ménages justement les moins aisés. En revanche, le pendant n'est pas du tout vrai. C'est pas du tout le cas que dans les rédactions politiques, quand on prépare un débat électoral, on se dise qu'il est bien évidemment incontournable d'interroger les responsables politiques sur leur programme qui permet de protéger, encore une fois, on parle de dommages aux biens et aux personnes qui sont d'une ampleur inédite. Et en fait, non, c'est pas fait. Et donc là, on sort un petit peu du domaine de la loi, on retombe plutôt dans la notion de redevabilité des journalistes. Et c'est aussi pour ça que nous, on fait un travail de name and shame, parce qu'on considère que c'est important qu'il y ait une réalisation, qu'il y a des attentes citoyennes fortes, et que si ces attentes ne sont pas respectées, si nous ne sommes pas respectés en tant que lecteur, en tant qu'audience, alors dans ces cas-là, c'est notre devoir de le dire et de revendiquer une meilleure qualité de l'information qui, in fine, protège nos acquis démocratiques. Ouais. Alors, juste pour les auditeurs et les auditrices, le name and shame, c'est de désigner effectivement en fait les mauvais élèves et d'attirer l'attention médiatiquement et publiquement sur eux pour dire ben, voilà, regardez et essayez de vous améliorer parce que sinon c'est un peu la honte sur vous et puis votre réputation est endommagée. C'est ça. D'où te vient cette sensibilité aux questions environnementales, aux questions climatiques et aux questions médiatiques? J'ai toujours été sensibilisée aux questions environnementales parce que je viens d'une famille où on parle beaucoup de ces sujets et des parents aussi très engagés. Et en revanche, la question... T'es née en région? T'es née à Paris? Je suis née à Paris et j'ai grandi à Nantes. Ok, d'accord, à Nantes, super. Et Nantes, c'est une ville assez dynamique sur les questions environnementales. Il y a pas mal d'initiatives de quartier, de tiers-lieux. Donc rapidement, j'ai été sensibilisée à l'engagement associatif. Et les parents eux-mêmes engagés, du coup? Parents engagés. Mon père a lancé une ruche qui dit oui dans son quartier, puis ensuite un compost collectif. Et ma mère avait lancé une AMAP aussi avec un producteur bio. Ouais. Donc, on était au tout début, hein. C'était au tout début, puis c'était il y a 15 ans. Et en fait, il y a 15 ans, les personnes qui s'engageaient à ce niveau-là, en prenant beaucoup de leur quotidien, il y en avait beaucoup moins qu'aujourd'hui. C'était quand même assez pionnier. Et donc, voilà, j'ai été assez sensibilisée rapidement à ces questions. J'ai fait des études en politique environnementale. Alors juste, excuse-moi, je vais juste ralentir un peu le truc. Quand tu dis t'as été sensibilisée, c'est parce que tu les voyais, parce que t'en discutais, parce que ils te formaient, ils te montraient, vous sortiez, par quoi ça passait? Parce qu'on le voit bien, on le sait, que finalement la meilleure transmission à ces sujets-là vient de l'intérieur de la famille. Le volet éducatif est extrêmement important. Et au final, t'en es quand même l'une des meilleures illustrations, en tout cas à ce micro à ce moment-là. Donc comment ça s'est passé? Je pense que c'est en pratiquant l'engagement, c'est-à-dire que quand ma mère, par exemple, allait organiser la distribution des légumes bio, je l'accompagnais et on avait des discussions. Souvent, nos voisins trouvaient ça un peu original d'aller prendre un panier de légumes. On choisit pas ce qu'on consomme et on fait en fonction des saisons. Et du coup, ils posaient des questions et donc en fait, ça entraîne à parler de ces sujets. Quand on est au lycée, c'est pas forcément le cas de tout le monde, voire pas du tout. Et pareil, pour les distributions à la ruche qui dit oui, c'était intéressant de voir les discussions avec les producteurs, voir les conditions de travail dans lesquelles ils exerçaient, pourquoi est-ce qu'ils avaient des difficultés avec les circuits conventionnels. Donc ça m'a aussi beaucoup sensibilisé aux questions agricoles et alimentaires. C'est d'ailleurs là-dedans que j'ai longtemps travaillé. Et donc je pense que c'est le fait d'avoir ces discussions, d'échanger avec des professionnels qui essaient de s'engager pour qui c'est compliqué, avec des citoyens consommateurs, si on veut, qui essayent aussi de faire un effort, mais qui sont vraiment au balbutiement de la transformation de leur mode de vie. Mais par contre, c'était pas du tout un engagement politisé à ce stade. Et c'est plus tard, quand j'ai rejoint l'équipe de ma députée, avec qui j'ai travaillé pendant 4 ans, qui s'appelle Sandrine Lefeur, que je me suis sensibilisée à l'engagement politique. Et là, ça a changé un petit peu ma vision des choses. Sauf que quand tu rejoins une équipe politique, c'est déjà que tu as une petite sensibilité à la question. Comment tu l'as rejoint? Pourquoi? Comment ça s'est passé pour toutes celles et ceux qui veulent faire une carrière à l'Assemblée nationale?
J'étais d'abord engagée dans des associations qui, en fait, pendant le confinement, on s'est demandé avec pas mal d'étudiants de Sciences Po comment est-ce qu'on pourrait changer la donne d'un point de vue politique. On avait envie d'un grand bouleversement, comme certaines personnes l'appelaient de leur vœu dans des tribunes ou à la radio à ce moment-là. Et on se disait qu'est-ce qu'on pourrait faire. Donc on a rédigé des propositions qu'on voulait les plus orientées vers l'action et actionnables pour des députés. Et donc, on a commencé à rencontrer des députés. Moi, vraiment, à ce moment-là, c'était la première fois, j'étais hyper impressionnée de leur parler. Et en fait, on s'est rendu compte que les députés étaient quand même pas mal à l'écoute de nos propositions, pour certains. Et qu'on arrivait quand même à faire passer des idées qui se sont transformées en amendements. Donc, des amendements, c'est des modifications de textes de loi. Et donc, on arrivait à rédiger et à leur faire porter. Okay. Et on s'est dit... Dans un cadre associatif, tu as réussi à échanger, dialoguer avec des députés qui ont pris en considération vos idées et donc probablement transformé en... C'est ça, en modification de textes de loi et pour certaines qui ont été adoptées. Et donc on se disait c'est quand même dingue. C'est super motivant. En tant que que citoyen un peu formé à ces questions quand même, on part pas de nulle part, mais qui n'a pas du tout d'expérience politique, on arrive à avoir un changement qui est du coup systémique. Et c'est possible. Et c'est possible. Ouais. Et bon, on va pas se mentir, c'était pas une révolution écologique, mais c'était quand même des petites victoires. Ouais. Et par rapport à ça, donc moi j'ai commencé à côtoyer le monde de l'Assemblée nationale. Et je me suis dit que finalement c'était peut-être là-dedans que je pouvais exercer et que ce que je faisais à titre associatif, je pourrais peut-être le faire en tant que collaboratrice parlementaire. Ouais. Parce que tu disais que ça pouvait avoir un impact. Ah ouais, carrément. C'était l'action la plus engagée et impactante que j'ai eue jusqu'à présent. Et parce que jusqu'auparavant, j'étais dans des associations qui faisaient des changements à l'échelle de la structure dans laquelle on était. Par exemple, quand j'étais à Sciences Po, on militait contre le partenariat entre Sciences Po et Total. Et mais c'était des choses qui étaient plus à l'échelle de la structure. Et là, c'était plutôt à l'échelle de la société. Donc on s'est dit c'est incroyable. Donc il y en a pas mal d'entre nous en fait dans cette asso. C'était une grosse structure. Total Énergie, Sciences Po. Ouais, carrément. C'est des mastodons quand même. Mais on s'attaque à un partenariat, alors que là, d'un coup, on peut changer les règles du jeu en fait à l'échelle de la France. Ouais. Donc on se disait, ça devient plus vertigineux comme changement. Ouais. Et donc pas mal de personnes qui étaient engagées dans cet asso sont aussi devenues collaborateurs parlementaires. Et donc moi j'ai postulé spontanément auprès de Sandrine Lefeur parce qu'elle était engagée sur les questions de transition agricole et alimentaire à laquelle j'étais sensible depuis longtemps. Et puis elle cherchait un collaborateur à ce moment-là, donc elle m'a recrutée. Ouais, canon. C'était au début de son premier mandat ? Non, c'était pas du tout au début de son premier mandat, c'était en 2020. Donc donc elle avait déjà eu 2 collaborateurs avant moi à Paris. Ouais. Et donc je suis arrivée après le confinement. Aujourd'hui, tu travailles plus avec elle, je crois, parce que tu es à 100% sur Quota Climat. Tout à fait, ouais. T'en retiens quoi, quand même, de cette collaboration avec une députée finistérienne et bretonne, d'ailleurs? Ouais, très attachée à son territoire. Elle est agricultrice en agriculture biologique et elle est très engagée sur les questions de transition agricole et alimentaire. Donc, c'est-à-dire lutter pour l'interdiction du glyphosate, des néonicotinoïdes sur les betteraves, faire en sorte qu'on protège l'eau des pesticides dans certaines zones de captage. Enfin voilà, des sujets très concrets. Et c'est une personne, elle est jeune, donc elle est aussi connectée aux préoccupations qu'on peut avoir. Ouais, elle a une trentaine d'années, non fin de la trentaine, je crois, un truc comme ça, non? Ouais, milieu de trentaine. Ouais, milieu de trentaine. Ok. Et donc, c'était passionnant de travailler avec elle. Elle a été réélue en plus, je crois. Elle a été réélue. Elle est désormais présidente de la commission du développement durable. Donc bravo. On est content d'avoir quelqu'un d'engagé à ce poste-là. Ouais. Et sinon, franchement, en fait, c'est très formateur parce qu'à la fois, on apprend à convaincre des personnes qui sont très éloignées de nos sujets, qui n'ont pas d'intérêts électoraux immédiats à se mobiliser dessus. Donc, ça permet d'affûter ses armes de manière beaucoup plus précise. Ça demande une exigence aussi de connaissance de fond des sujets qui est, je trouve, très formatrice. Et au-delà de ça, on comprend quels sont les blocages. Et moi, au début, je comprenais pas. En fait, quand il y avait une proposition qui était convaincante, par exemple, les menus végétariens pendant la loi climat résilience, qui est survenue suite à la Convention des citoyens pour le climat, Convention citoyenne pour le climat, les menus végétariens imposés, avoir un choix végétarien à l'école, ça semble être une évidence. Pourtant, l'imposer dans la loi, ça a été loin de l'être, et on n'a pas réussi. Ouais. Et donc c'est à ce moment-là qu'on comprend en fait que c'est des blocages qui sont à la fois électoraux mais aussi souvent idéologiques
de la part de certains responsables politiques. En fait, alors quand tu dis idéologique, est-ce que tu arrives quand même en fait à imaginer la défense des intérêts derrière? Mais en fait, des fois, il y en a des explicites et des fois pas tellement. Enfin, c'est-à-dire que ça peut être une entreprise du territoire qui produit de la viande. Et dans ces cas-là, c'est compliqué. En fait, en Bretagne, on est bien placé pour le savoir. Ouais. Par contre, il peut y avoir d'autres territoires où en fait, c'est juste une conversation d'un citoyen qui a convaincu l'élu que en fait, les citoyens n'aimaient pas cette politique publique et que si c'était mis en place, il y aurait une vague de contestation. Et ça suffit. En fait, c'est des choses qui sont intangibles et c'est parce que les élus, c'est aussi des personnes humaines qui ont leur biais. Et donc, parfois, c'est vraiment très compliqué de comprendre ce qui relève du structurel, du conjoncturel, un article qu'ils ont pu lire, d'un intérêt économique très facilement détectable. Et en fait, quand on fait ça fois 577 députés, fois trentaine, quarantaine de ministres, voilà. Donc en fait, c'est compliqué de porter des sujets jusqu'au bout. En tout cas, ça montre pas que c'est impossible. Ça montre juste que parfois, un élu ou un collaborateur ou un individu dans une institution peut quand même faire pas mal de bruit s'il le souhaite. Ouais. Et ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup retenu, c'est quand on a une conviction chevillée au corps, ça va nécessiter de l'effort, mais en tout cas, il y aura que nous qui serons en capacité de le porter suffisamment loin, et donc faut pas lâcher. Quoi. Alors c'est vrai que, mais c'est pas la taille qui compte. On peut être tout petit et avoir une influence incroyable. Influencer des décisions de loi, influencer un député parce qu'on va lui apporter une information ou une opinion. Donc toi qui as connu pendant 4 ans un peu beaucoup même le mécanisme législatif dans lequel notre France, et j'ai envie de dire englué, est-ce que on n'aurait pas plutôt intérêt à ralentir considérablement le calendrier pour que chaque député puisse travailler en profondeur chacun des sujets sur lesquels il est sollicité, et donc solliciter la plus grande diversité de points de vue, des gens opposés, des gens qui sont pour, des gens qui sont neutres, et d'alimenter intellectuellement ce travail-là plutôt que d'être en commission ou en séance plénière pour voter un amendement que personne ne comprend parce qu'on a juste changé une ponctuation à 4 heures du mat'. Tiens, est-ce qu'il y a pas ici aussi, même si c'est pas le sujet de quota climat, est-ce qu'il y a pas ici aussi un vrai travail et une vraie modification en profondeur la manière dont on fabrique la loi en France? Il y a plusieurs propositions qui sont portées sur la manière dont la fabrique de la loi pourrait être adaptée à l'urgence écologique. Par exemple, il y a le Haut Conseil pour le climat, qui est un organisme indépendant composé d'experts qui aujourd'hui conseille le gouvernement sur les enjeux de planification écologique. Et par exemple, certains députés portent des propositions qui feraient de l'avis du Haut Conseil pour le climat un avis contraignant. C'est-à-dire que si le Haut Conseil pour le climat considère qu'une politique publique ou une décision est incompatible avec la trajectoire de transition, alors, au même titre que lorsqu'elle est incompatible avec notre trajectoire budgétaire, on la rendrait irrecevable. Ou notre Constitution. Notre Constitution, par exemple. Et donc voilà, donc il y a un certain nombre de choses qui pourraient être faites. Même au sein de l'Assemblée nationale, toutes les commissions ne se valent pas. Il y a des commissions qui, en fait, sont plus puissantes. Donc c'est-à-dire que lorsque la Commission des affaires économiques se bataille corps et âme pour obtenir un avis contraignant sur un texte de loi agricole, la Commission du développement durable, même si elle est intrinsèquement concernée par la transition écologique, la transition écologique du monde agricole, va pas forcément avoir voix au chapitre autant. Et donc, on pourrait très bien se dire, mais en fait, la Commission du développement durable a une voix tout aussi contraignante, si ce n'est plus, que d'autres commissions au sein de l'Assemblée. Donc, il y a beaucoup de réformes qui pourraient être faites et qui sont pas forcément des réformes qui passeraient par des lois. Ça peut être aussi juste des règlements qui permettent des choses d'évoluer plus vite. Et en effet, ce que tu évoquais sur le nombre de textes de loi, le nombre d'amendements, il y a eu une inflation normative récemment qui fait que, en tant que collaborateur et député, c'était impossible de tout suivre. Mais je pense que là aussi, il faut faire un petit effort de pédagogie sur le fait que les députés ne sont pas experts de tout. Et je pense qu'ils n'ont pas vocation à l'être. C'est juste tout simplement impossible. Et par contre, sur certains sujets, ils devraient être référents. Et ce serait peut-être plus clair si les députés avaient 1 ou 2 ou 3 sujets maximum sur lesquels ils se formaient et sur lesquels ils étaient identifiés dans leur groupe politique et sur lesquels ils travailleraient uniquement. Parce que du coup, là, aujourd'hui, on demande aux députés de se positionner à la fois sur les enjeux budgétaires, qui sont, quand on voit comment est structuré un projet de loi de finances, bon courage pour comprendre les détails, à la fois sur les enjeux d'aménagement du territoire et sur l'immigration. C'est compliqué. Ouais. Mais est-ce que les citoyens n'attendent pas justement que leurs députés se positionnent sur chacun de ces sujets?
Peut-être, mais je pense que c'est pas forcément sain de demander ça. Et en fait, il faut rappeler que les députés ne sont pas les élus. Enfin, ils sont élus par leur circonscription, mais ils représentent la nation. Ils ne représentent pas leur circonscription. Ça, c'est quelque chose qui... Ouais, c'est un concept un peu difficile à comprendre. Ah ouais, c'est peut-être compliqué, mais c'est comme ça que la loi est pensée et écrite. Et donc, en fait, une fois qu'ils sont élus, ils ne doivent pas défendre tous les intérêts de tous les citoyens. Ils peuvent s'accorder une niche sur laquelle ils font du mieux qu'ils peuvent. Et ensuite, laisser les autres à d'autres personnes à qui ils font confiance. Et aussi, ils peuvent poser quelques questions bien positionnées. Mais il faut savoir que les députés, quand ils arrivent en exercice, ne sont pas formés et les collaborateurs non plus. Donc, en fait, quand on arrive à notre poste, on découvre comme n'importe quel citoyen comment est-ce qu'on rédige un amendement, comment est-ce que fonctionne la navette parlementaire, comment fonctionne l'organisation d'une séance. Les députés aussi. Donc, en fait, bien sûr que ça met du temps et souvent, au bout de 5 ans, ça fonctionne pas encore pour tout le monde, quoi. Est-ce que tu sais s'il y a eu un travail, des discussions, des débats à propos de l'intégration des sujets environnementaux et climatiques dans la Constitution, justement? C'est-à-dire qu'aucun projet de loi ne pourrait être déposé ou voté s'il va à l'encontre de nos intérêts les plus supérieurs et qui sont ceux donc de notre résilience climatique. Mais il y a la charte de l'environnement qui a été intégrée à la Constitution en 2005 et donc qui a valeur constitutionnelle, donc qui a intégré le bloc de constitutionnalité et qui intègre un certain nombre de principes. Je pense que l'un des plus connus, c'est peut-être le principe de précaution, qui fait que on est censé s'assurer d'un risque raisonné sur la santé et l'environnement avant de mettre en place des mesures. Aujourd'hui, on peut très bien considérer que c'est un échec puisque, par exemple, pour le citer, le glyphosate, il est encore mis sur le marché alors que les études sont accablantes. Mais voilà, donc il y a déjà des pare-chocs. On pourrait bien sûr aller beaucoup plus loin. Par exemple, le fait de rendre irrecevable un amendement ou un texte de loi, comme c'est le cas aujourd'hui quand il crée une dépense pour l'État. En tant que parlementaire, on ne peut pas créer de dépenses pour l'État. On pourrait très bien considérer qu'on ne crée pas de risque écologique pour la France non plus. Ouais. Mais ça, c'est des travaux qui sont à l'état de la réflexion. Je pense que on est loin d'être mûr et vu le gouvernement Barnier, je pense pas que ce soit la priorité actuelle. Mais... Donc effectivement, il y a eu une dissolution, il y a eu des élections législatives, il y a eu les JO qui ont mis du temps à la nomination d'un nouveau gouvernement. Le NFP n'a pas été désigné à la tête de ce gouvernement, ou en tout cas pour le conduire. Et on a un nouveau maintenant gouvernement Barnier, qui est une ancienne UNP, en fait, on va pas se cacher. Les Renaissances, c'est des anciens UMP, et puis il y a des LR, enfin bref. Donc, je sais pas si c'est quelque chose qu'on va commenter. Par contre, là où j'aimerais bien t'emmener, c'est de savoir, est-ce que la création de quota climat est née un petit peu de cette difficulté, parce que tu aurais pu échanger avec Sandrine Lefeur, et puis se dire que c'est un combat d'un mandat, de parvenir en 5 ans au vote d'une loi qui, justement, obligerait les médias à incorporer dans leur traitement médiatique les sujets climatiques. Voilà. Je ne sais pas si ça a été le cas, je ne sais pas si tu en avais discuté avec elle, je ne sais pas si... j'aimerais bien découvrir quel est le cheminement un petit peu intellectuel qui t'a amené, à l'occasion de cette expérience professionnelle aussi, à créer Quota Climat, puis ensuite à t'y engager maintenant à 100%. Quand j'étais chez Sandrine Lefeur, on a toujours elle m'a toujours donné la capacité de rester engagée dans des associations. Donc je l'ai toujours fait et c'était un peu un réflexe que j'avais en parallèle. C'est que quand je voyais une opportunité politique pour elle ou un sujet qui lui tenait à cœur, j'essayais de lui proposer. Quand je voyais que c'était moins son appétence, j'allais plus vers le monde associatif. Et en 2022, au moment de la campagne présidentielle, avec 2 autres personnes qui étaient collaboratrices à l'époque, donc Annelise Vernière et ma sœur Lola Morel. On s'est rendu compte qu'il y avait un déficit de prise au sérieux des enjeux écologiques par les députés. Et c'était assez généralisé. Et comment vous l'avez constaté ? Tout simplement parce que c'était pas dans les conversations, parce que quand on était en réunion, on voyait que ça ne préoccupait pas les élus, parce que on n'en parlait pas dans les médias, etc., etc. Et c'est là qu'on s'est dit quel est le problème, quelle serait la force en tout cas qui pourrait remédier à ça. Et on s'est dit mais en fait tout simplement les journalistes quand ils posent des questions à nos élus, pourquoi est-ce qu'ils ne s'acharnent pas à avoir des réponses cohérentes ? Pourquoi est-ce que parfois une question suffit ? Par exemple demander est-ce que la transition écologique est une priorité puisque c'est quand même important pour les nouvelles générations ? C'est une question type qui revient souvent, mais auquel les élus sont accoutumés, donc ils répondent souvent à quelque chose de bateau. Et on s'arrête là. Comment est-ce que ça se fait
que pour un défi, mais civilisationnel, on se retrouve avec ce niveau de confrontation. En fait, ça ne va pas. Et donc, c'est là qu'on s'est dit, il y a un problème de quantité. Il y avait un sondage qui était sorti, une étude qui était sortie sur la quantité d'informations écologiques présentes dans les médias à ce stade. Donc, ça représentait 3,6% en moyenne du temps d'antenne. Okay. Donc, c'était très faible. Et on s'est dit, mais 3,6% en comparaison, par exemple, du Covid, qui avait occupé jusqu'à 75% de l'espace médiatique. Comment est-ce qu'on en arrive là? Qu'est-ce qui explique ça? Donc, on était novices quand on découvrait le sujet. On s'est dit, mais peut-être que le fait déjà d'avoir une quantité plus importante d'informations écologiques dans les médias, ça pourrait remédier en partie au problème. Donc, on a proposé l'instauration d'un quota volontaire aux médias pendant la période électorale pour qu'ils puissent au moins davantage challenger les candidats. Ouais. Et en fait, cette proposition, elle a bien pris. On a été soutenu par un certain nombre d'experts, Jean-Marc Jancovici, Valérie Masson-Delmotte, Corinne Lepage, ancien ministre. Et en fait, on s'est dit, c'est quand même intéressant parce qu'on a l'impression que ce prisme médiatique, il n'avait pas été considéré comme prioritaire pendant très longtemps. Il y avait plein d'autres leviers qui étaient identifiés. Mais celui-ci précisément, en tout cas, personne n'était acharné à faire pression dessus. On s'est dit, on va peut-être continuer, on va lancer une pétition. La pétition, en quelques semaines, elle avait 30 000 signatures. On s'est dit, c'est quand même, ça a l'air de parler aux citoyens. Et donc, pendant la période de l'entre-deux tours, on a rédigé tout un ensemble de questions exemples. Les journalistes n'ont pas du tout apprécié, mais dire voilà, si jamais vous voulez pendant le débat, à tout hasard, poser des questions sur tel et tel sujet, faire les liens avec l'immigration, pouvoir d'achat, sécurité, santé des agriculteurs, voilà, tout un tas de liens qui peuvent être faits avec les enjeux écologiques parce que ça concerne tous les domaines. N'hésitez pas. Génial. Et tout ça, ça a été soutenu par un grand nombre d'associations d'ampleur nationale, et on s'est dit voilà, il y a quand même quelque chose à faire. Donc là, on a structuré une association pour aller plus loin dans le plaidoyer. Et ce manuel, il a été utilisé, il a été utile. Alors, il faut savoir que pour la première fois, en 2022, une question sur l'écologie a été posée par les modérateurs du débat aux deux candidats présidentiels. C'était la première fois. C'était laquelle? Il y avait précisément une introduction qui faisait le lien entre réchauffement climatique et préoccupation des jeunes. C'est vrai que, bien entendu, uniquement les jeunes sont préoccupés par les enjeux écologiques. D'ailleurs aussi. Et ensuite, c'est une question sur les éoliennes et sur le nucléaire. Ok. Et ça, en fait. J'imagine, les éoliennes, c'est moche. Qu'est-ce qu'on en fait? C'est ça, ouais. Et donc, les enjeux énergétiques sont les enjeux, quand on parle d'écologie, qui sont les plus représentés, notamment pour parler en négatif des énergies renouvelables. Donc cette question n'était pas étonnante, mais en tout cas c'était un progrès. Après, on va pas se satisfaire de petits pas qui ne sont pas satisfaisants, mais voilà, on en était là, et on sait par contre que les modérateurs ont très bien vu passer la campagne de plaidoyer, que le fait de soumettre des questions ne leur a pas plu parce qu'ils considéraient que c'était de l'ingérence éditoriale. On n'a jamais prétendu à ce qu'ils soient obligés de faire quoi que ce soit. On a juste dit, voilà, on en est à un stade qui est tellement radé pâquerette que peut-être que vous avez besoin d'idées. Enfin, c'était aussi provoquant, mais... Très insolent. Mais ça a été soutenu par un grand nombre de spectateurs qui étaient aussi affligés du niveau des débats. Enfin, on en est quand même arrivé à cette insolence parce que peut-être qu'en retour, le niveau est aussi insolent par rapport à la situation. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi que malheureusement il y a une certaine forme de confort intellectuel aussi, je pense, de leur part, et que probablement qu'on est nourri beaucoup des sondages d'opinion qui ne relaient en fait que les questions d'insécurité, d'emploi, de pouvoir d'achat et tous ces éléments de langage en fait qui constituent, j'ai envie de dire, les argumentaires des responsables politiques depuis toujours. Et qu'il y a un autre paradigme qui aujourd'hui, même hier, est en train de bouleverser considérablement le monde dans lequel on vit, et que ça n'a pas été encore intégré, tout simplement. Et malheureusement, pas encore intégré par les médias. Donc le travail est quand même relativement lourd et important. Malgré tout, il y a un certain nombre de médias qui ont mis en place un certain nombre d'initiatives. Je pense au Monde avec la rubrique Planète. Est-ce que il est satisfaisant, où il serait satisfaisant que chaque média consacre une rubrique ou des pages à l'environnement, parce que en réalité vous considérez que c'est transversal et qu'il n'y a pas une page et un sujet qui devrait souffrir de ces questions climatiques et environnementales? Les deux. Ouais. Les deux, parce que la rubrique climat, environnement, planète, peu importe comment on l'appelle, c'est des rubriques qui permettent de créer des référents dans des rédactions vers qui les autres journalistes se tournent quand ils ont besoin de conseils sur la manière de mieux traiter l'information environnementale.
ça devient des experts et ça permet de s'assurer sur la durée que quoi qu'il arrive, peu importe l'actualité chaude, parce que c'est souvent ça le problème, c'est que la crise écologique, comme elle est sur le long terme, elle est souvent concurrencée par des enjeux plus court terme. Peu importe ce qu'il arrive, il faudra toujours alimenter une rubrique et donc en fait on s'assure d'un minimum d'informations environnementales. Maintenant, comme je disais tout à l'heure, c'est quand même important que les enjeux environnementaux soient intégrés dans les autres analyses parce que sinon en fait si je consomme uniquement la rubrique finance parce que je suis dans le secteur bancaire et que je veux m'assurer que je prends les bonnes décisions au jour le jour, peut-être qu'en fait je ne passerai jamais par la rubrique planète et donc je peux passer des années à lire un journal sans pour autant me sensibiliser à ces questions, ce qui est problématique. Et juste pour revenir sur l'exemple du Monde, il y a un article qui est sorti récemment par Nabil Wakim qui est un journaliste qui était initialement je crois dans la rubrique économie et qui est passé dans la rubrique planète, qui a un podcast qui s'appelle Chaleur humaine et qui détaillait le combat que ça avait été depuis 30 ans sur les questions écologiques au monde et à quel point ils avaient bataillé pour obtenir une rubrique planète, à quel point cette rubrique planète avait été plusieurs fois remise en question par des changements de rédaction. Et en fait, ça permet aussi de remettre un petit peu des notions de politique, c'est-à-dire de rapport de force et de pouvoir en interne sur ce que signifie une rubrique planète. Et en fait, c'est loin d'être anodin. Ça veut dire qu'il faut des investissements quand parfois, même politiquement, on en entend moins parler. Et donc, on a l'impression que c'est moins prioritaire et que le contexte économique des médias fait qu'on n'a pas forcément d'argent à dilapider. Et donc, ça peut être des variables d'ajustement, le fait de parler ou pas d'écologie. Et donc, on en est à ce stade. En fait, parfois, certains journalistes ont vraiment dû quasiment menacer de démissionner pour pouvoir conserver leur rubrique. Et c'est la rubrique Planète du Monde, elle est aujourd'hui considérée comme une des références en France. Ils ont des journalistes incroyables de pointe qui font des analyses extrêmement pointues de sujets assez niches. Mais on n'en est pas arrivé là par hasard. Il a fallu vraiment, enfin, je veux dire, c'était pas naturel pour une rédaction comme Le Monde de faire ça. Et quand on voit ce qu'il en a pris, et je reviens aussi parfois au fait qu'un individu puisse changer la donne, il a fallu que quelques individus se mobilisent pour qu'on en soit là. Mais en fait, peut-être que juste dans d'autres rédactions, on n'a pas eu le cadre facilitateur pour que ces individus expriment leur voix. Et on se retrouve avec des rubriques qui sont invisibilisées. Et par exemple, chez les Écolos parisiens, au moment de Paris 2024, ils ont décidé de supprimer la rubrique environnement pour la remplacer par une rubrique Paris 2024. Ouais. Et aujourd'hui, il n'y a plus donc de rubrique spécialisée. Qui n'est pas revenue. Et ouais. Et c'est quand même dingue. Et honnêtement, la ligne éditoriale, alors j'ai pas d'analyse précise à émettre, mais il y a quand même une impression qui se dégage que certains articles, par exemple sur la mobilité, sont dénués de sensibilité écologique. En fait, on prend des évolutions technologiques en dehors de leur contexte, en considérant que on est dans un contexte de ressources infinies, qu'on peut avoir des taxis volants qui survolent Paris et qu'à aucun moment on se pose la question de ce que ça signifie pour, par exemple, le fait que ça accapare des ressources dans d'autres secteurs qu'on aurait besoin pour faire des choses plus essentielles. Voilà, nous on voit quand même que le fait qu'on ait des référents au sein d'une rédaction, ça peut changer drastiquement certaines lignes éditoriales. C'est hyper intéressant ce que tu dis. J'ai 3 remarques. La première, c'est est-ce que notre imaginaire passé d'enfant, effectivement, un peu à la Enki Bilal, avec des villes futuristes, des voitures volantes, on l'a jamais imaginé autrement que nourri d'énergie fossile. On s'est jamais posé la question de savoir comment on pourrait avoir ce type de planète en 2040, 2050, 2100. On n'a jamais imaginé le futur autrement que comme il l'est aujourd'hui. La seconde chose, c'est l'information coûte cher. L'information coûte très cher. Et tu l'as dit, en réalité, je pense que l'arbitrage que l'on a dans les quotidiens et dans les rédactions, c'est de savoir est-ce que ça rapporte ou pas. Bon, manifestement, payer des journalistes sur des sujets un peu, entre guillemets, niche, c'est peut-être pas le truc le plus rentable. Et c'est pas parce que c'est pas rentable que c'est pas essentiel. Et donc, comment justifier que l'on finance ça ou pas, c'est évidemment l'intérêt aussi des citoyens consommateurs, des lecteurs. Est-ce qu'on a envie de voir ça ou pas? Et évidemment, on pourrait faire un certain nombre de sondages et dire que ah non, mais ils sont pas intéressés. De toute façon, si on leur propose pas, ils le verront pas. Et puis de toute façon, ils nous le réclament pas. Donc, comment toi tu te places, réagis? Est-ce que tu t'es déjà justement questionné sur d'une part la manière en fait dont tu imaginais le monde futur? Comment tu considères cette nécessité de financement de la presse française et même mondiale et internationale pour y incorporer véritablement et très sérieusement les sujets environnementaux et climatiques? Et d'autre part, comment on peut nourrir, ou est-ce qu'il y a à nourrir tout simplement en fait un besoin d'information des citoyens
auprès d'une presse auprès de laquelle ses propres lecteurs, en fait, ne font presque plus confiance. Déjà, quand tu dis on n'a pas imaginé ce que c'était un futur différent, c'est juste pas un imaginaire qu'on a coutume de voir dans les médias, mais en réalité, certains l'imaginent et le pratiquent. Et je parle pas uniquement des ZAD, je parle de villes, de collectivités entières qui changent. C'est-à-dire le réseau des villes en transition, qui est un réseau international de villes qui font de la transition écologique leur priorité et qui s'attellent à la rendre viable aussi pour le budget de la collectivité, pour les citoyens, qui créent de l'adhésion. C'est des villes qui souffrent d'un déficit de visibilité extrêmement fort dans les médias. Mais en fait, il se passe des choses incroyables. Par exemple, il y a des maires qui décident qu'ils vont mettre en place quelques éoliennes sur leur commune et que l'argent, enfin le bénéfice qui résulte de l'exploitation de ces éoliennes, ça va permettre d'acheter par exemple des voitures électriques qui mettent en commun auprès des habitants. Et petit à petit, les habitants ont moins de voitures, partagent des voitures, se sensibilisent à l'électrique et en fait considèrent ça après comme la norme parce que on a créé les conditions politiques pour que ça le soit. Mais ça, c'est des choses qui sont incroyables et ça existe dans des régions en France. Hein. Et c'est dingue de dire que ce seraient des histoires non pas uniquement intéressantes, mais profondément transformatrices de les voir diffusées dans les médias. Et elles ne le sont que très très peu. Donc déjà, moi ça m'intéresse. Quelques médias spécialisés qui mettent en avant les solutions. Ouais. Effectivement, et elles sont vraiment trop peu nombreuses. Et c'est ça, et les médias spécialisés, pour ça, ils ont un rôle d'éclaireur, parce que le fait qu'ils décèlent ces innovations, ça permet ensuite aux médias plus mainstream de s'en emparer et de créer des sujets qui touchent le grand public. Donc pour ça, les médias spécialisés sont extrêmement précieux. Mais donc voilà, donc je pense que déjà, il y a quand même ce côté... En fait, l'imaginaire technologique est dominant dans les médias, en tout cas. Surtout dans les médias télévisés, parce que ça, visuellement, ça rend bien. Ouais, c'est impressionnant. Et ça crée des images, tout simplement aussi. C'est moins facile, en fait, de filmer une réunion publique où, en fait, les gens participent pour voter sur par exemple, où sera alloué les bénéfices de son éolienne. Bah ouais, c'est difficile pour la télévision. Pour autant, ça reste une information intéressante et donc il faudrait trouver des manières de la diffuser. Mais donc, ça, c'est un premier point. Je pense que l'imaginaire technologique, il faudrait qu'il se transforme plus vers un imaginaire d'innovation sociale et on en est encore très loin. Sur la question du divertissement, en fait, je pense qu'il y a deux choses. Il y a, honnêtement, certains contenus coûtent cher à produire et sont quand même produits. Et là, je vais revenir sur les imaginaires technologiques. Par exemple, TF1 ont investi dans tout ce qui était vidéo volumétrique. Je crois que les équipes de Hugo Décrypte le font aussi, où ils ont des studios de tournage de technologie de pointe qui permettent de prendre le journaliste et de l'immerger dans un environnement construit par de l'intelligence artificielle. Et qui permettent donc de créer des nouveaux paysages qui n'existent pas aujourd'hui et de créer des nouvelles images pour illustrer des récits prospectifs, c'est-à-dire futuristes. Et donc c'est très cool, mais je veux dire ça coûte cher, il y a des investissements derrière. On pourrait très bien se dire que d'autres peuvent parler de ces imaginaires futuristes et trouver d'autres manières de le faire. Et ça, c'est un choix de la rédaction qui considère comme une technologie de pointe ces machines et donc qui trouve un intérêt à le faire. Il y a aussi un autre pan de ça, que les médias qui sont financés par un certain nombre d'actionnaires intéressés d'un point de vue vision politique qu'ils ont envie de transmettre dans leurs médias, se disent qu'en fait, à la fois, ça coûte moins cher de produire du divertissement et à la fois, ça crée un écran de fumée sur les enjeux qui sont des enjeux éminemment politiques mais qui ne les intéressent pas. Et donc, investir dans des émissions qu'on appelle de plus en plus infodivertissement, mais qui, en fait, traitent avec humour, mais uniquement avec humour, voire avec dérision, voire avec des éditorialistes qui ne sont pas des journalistes et donc qui ne traitent pas l'information de manière rigoureuse de certains sujets qui mériteraient aussi d'être traités avec sérieux. L'idée n'est pas de dire qu'il y a un mode de communication qui est plus favorable qu'un autre, mais plutôt que si on investit massivement dans le divertissement au détriment, par exemple, de l'investigation, qui est peut-être la chose la plus coûteuse pour un média en termes de production de contenu, mais qui est éminemment utile pour faire avancer certaines normes sanitaires, environnementales. Ben dans ces cas-là, la dérive, elle est réelle. C'est-à-dire qu'on va se retrouver avec des contenus qu'en fait, on pourrait consommer au bar du coin. Et en fait, là, on est dans un média qui possède, par exemple, pour certains, des chaînes de diffusion TNT, donc qui sont cédées gratuitement par la puissance publique en échange de la production d'une information d'utilité citoyenne. Et c'est un problème. Ça crée une information qui n'est pas à la hauteur de ce qu'on devrait avoir, encore une fois, pour être un citoyen qui se fait une opinion éclairée. Mais dans ce triangle de l'inaction dont tu parlais tout à l'heure, le régulateur, le législateur a la possibilité, la capacité, au-delà des pressions, encore une fois, en fait, d'autres organisations et des personnes qui défendent leurs intérêts, de mettre des règles. Alors c'est vrai que l'Arcom a pu
s'illustrer positivement en disant à C8, ça y est, stop, on sonne la fin de la récréation et on arrête les conneries, quoi. Donc, la preuve que la puissance publique ou les pouvoirs publics ont la possibilité d'agir. Sauf qu'on s'aperçoit que c'est très léger, c'est très timide. Donc, qu'est-ce qu'il reste à faire encore aujourd'hui pour que ces questions-là, celles qui t'occupent, puissent être réalité demain au sein des rédactions et qu'on puisse vraiment faire prendre conscience, et tu l'as évoqué aussi tout à l'heure, que même si les sujets, ou en tout cas les risques, alors j'ai envie de dire, c'est loin de nous, c'est pas si loin de nous en vérité, mais tout à l'heure en fait de ce trash potentiel de notre environnement et donc aussi de notre civilisation arrive, même si potentiellement c'est loin, comment on fait pour que les effets soient, en tout cas celles du combat que tu mènes, soient le plus urgemment pris en compte, appliqués, et de se dire que quand on va traiter cette information-là, elle sera pas moins importante, elle sera peut-être moins sensationnaliste, je vais y arriver, qu'un fait divers, que le traitement d'un dossier en cour d'assises, et que ce genre de choses, tu vois. Comment on fait, quelles sont les voies et les moyens que vous mettez en place pour y arriver? En fait, on pourrait attendre des autorités de régulation indépendantes comme l'Arcom qui prennent des décisions volontaristes parce que c'est dans leurs compétences d'encadrer l'information. Mais c'est aussi surtout dans leurs compétences de protéger la liberté éditoriale. Et donc, il y a toujours un peu un clash des cultures entre ces deux prérogatives. Et pour eux, c'est difficile d'interpréter, de se positionner volontairement, en fait, sur des cas qui sont très politiques. Ouais, tu es d'accord, et c'est toi qui le dis, il n'y a pas d'ingérence éditoriale. En gros, il y a un sujet dont il faut s'occuper et vous le traitez comme vous avez envie de le traiter, à la condition, et ça c'est quand même une condition éthique, que ce soit fait correctement et avec vérité. Bien sûr. Et la vérité, c'est celle en fait de la science climatique. Ouais, mais c'est important de rappeler ça parce que parfois il y a un procès, je trouve un peu de mauvaise intention qui est fait à l'Arcom, qui consiste à dire que l'Arcom est trop peu volontariste quand il s'agit de réguler l'information. Je pense qu'il faut comprendre qu'en fait c'est quand même cette réalité dans laquelle ils se situent, qui est que leur première prérogative, c'est la liberté d'expression et la liberté éditoriale des journalistes pour s'assurer qu'on reste dans un paysage pluraliste en France en matière d'information. Et ceci étant dit, quand il y a des enfreintes à ce pluralisme, et nous on a coutume de dire que le pluralisme, et on n'est pas du tout les seuls à d'ailleurs apporter cette vision, mais que le pluralisme c'est pas uniquement une diversité des points de vue politiques, c'est aussi une diversité des sujets, parce que parler ou ne pas parler d'un sujet, c'est politique et ça reflète des sensibilités. Et donc aussi, c'est difficile de catégoriser chaque individu sur le spectre politique. Par contre, c'est plus facile de dire que quand un individu ne parle uniquement de certains sujets et pas de d'autres, il y a quelque chose de politique qui se joue. Mais donc, l'Arcom doit réguler ce pluralisme. Si des enfreintes nettes sont constatées, c'est de son devoir d'agir. Encore faut-il qu'il soit alerté de ces enfreintes parce qu'il ne regarde pas constamment toutes les chaînes en parallèle. C'est bien aux citoyens, aux structures, aux garde-fous démocratiques que sont les associations de jouer ce rôle d'alerte. Et donc c'est là que nous on entre en jeu, c'est que on n'a pas du tout pour l'instant les yeux partout, mais on essaye d'avoir des outils qui automatisent cette vigilance et donc de soulever les moments de désinformation sans contradiction. Parce qu'aujourd'hui la désinformation, quand elle est contredite, on juge que la qualité d'information est là parce qu'il y a eu le contrebalancier. Et donc, quand il y a des informations non contredites, on saisit l'Arcom. Et pour l'instant, l'Arcom a débouté certaines de nos saisines, mais surtout a rendu 2 décisions historiques au monde. C'est que c'est la première fois qu'une instance de régulation du visuel a dit il s'agit de désinformation climatique. Première fois, elle a mis en demeure Sud Radio. Deuxième fois, elle a financièrement condamné CNews à 20 000 € d'amende pour désinformation climatique. Et donc ça, c'est pas ça peut paraître petit, non. Mais en fait, c'est un signal de ce qui pourrait se systématiser à l'avenir, c'est-à-dire, c'est la première fois qu'on a considéré que le consensus scientifique était un fait sur le réchauffement climatique, et parce qu'on a menti sur un fait, sans contradiction, alors ça mettait en danger le public. Et il s'agissait plus de liberté éditoriale, il s'agissait plus de la liberté des journalistes de produire du contenu tel qu'ils le souhaitent, mais d'un problème pour les personnes qui reçoivent ce contenu. Et ça, nous, on a été... alors, ça faisait longtemps qu'on l'attendait, donc on était ravis, mais surtout soulagés que ça se produise. Et donc là, on a un certain nombre de saisines qu'on a lancées, et à la lumière de ce qui a déjà été fait, on espère que ça aille plus loin, parce qu'en fait, les sanctions de l'Arcom se cumulent. Donc, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a une première sanction financière à 20 000 €, la prochaine
sera plus importante, etc., etc. C'est comme ça qu'on arrive à ce que Cebit perde sa fréquence TNT, c'est parce qu'en fait, on a une accumulation de sanctions qui fait qu'on considère qu'elle a largement été mise en garde et que si jamais elle souhaitait modifier ses pratiques éditoriales, elle l'aurait fait bien avant qu'on en arrive là. Voilà. Donc ça, c'est des choses avec lesquelles on peut jouer en tant que citoyen. Alors on peut aussi, et c'est aussi ce qu'on essaie de faire en parallèle, renforcer les prérogatives de l'Arcom, parce que là, pour l'instant, je parlais de comment est-ce qu'on peut jouer avec les règles du jeu. Ouais. On peut aussi modifier les règles du jeu. Et donc là, on a rédigé une proposition de loi qu'on porte à l'Assemblée nationale, avec notamment le député Stéphane Delautrette qui pilote ce texte de loi et donc qui propose de renforcer les prérogatives de l'Arcom en matière de désinformation climatique pour rendre limpides les choses et qu'il n'y ait pas d'hésitation, pour qu'ensuite il n'y ait pas trop de difficultés avec les chaînes, avec le Conseil d'État, etc. Et on pense que ça permettrait vraiment de faciliter les choses et surtout de créer une espèce de laboratoire où en fait la France deviendrait le premier pays sur lequel il y a le plus d'avancées en la matière. Et une fois qu'on a ça, ça peut permettre aussi d'infuser au niveau de l'Union européenne, au niveau de d'autres pays démocratiques où les institutions sont similaires. Et ça, en fait, ça permet de montrer que on passe d'un tout petit cas à un changement systémique. Tu as des exemples sur des avancées significatives d'autres pays du monde sur ces sujets-là ou pas? Je suis pas expert de toutes les décisions qui ont été prises sur le sujet ailleurs. Je sais que personne n'a jamais été aussi loin que l'Arcom sur ces sujets. En revanche, l'Ofcom, qui est l'autorité de régulation au Royaume-Uni, a été assez loin il y a quelques années. Je crois que c'était sur un sujet de désinformation sur un défenseur de l'environnement. Je crois que c'était l'équivalent de la mise en demeure. C'était pas une sanction financière. Okay. Donc ils ont dit quelque chose, mais c'était pas exactement sur le consensus scientifique. C'était un cas plutôt de dommage à la réputation d'un intervenant. Voilà. Mais là, on commence à toucher du doigt des choses intéressantes. Sauf que les autorités de régulation indépendantes sont en réalité pas si indépendantes du contexte politique que ça, parce qu'elles évoluent dans un contexte où si, par exemple, on sent qu'une décision qu'on rend va cliver le débat au point que les responsables politiques vont nous tomber dessus et modifier les textes qui régulent nos compétences, bah, peut-être qu'on va avoir un réflexe de survie et de différer la décision dans le temps, quoi. Donc, c'est des positions compliquées, c'est des sujets compliqués. Et c'est pour ça que nous, on est toujours sur une ligne de crête entre protéger les journalistes et le cadre dans lequel ils évoluent. Parce qu'en fait, c'est pour ça qu'on fait ce qu'on fait. C'est qu'on est persuadé qu'ils jouent un rôle démocratique incontournable. Mais en parallèle de ça, avoir une exigence forte pour qu'ils continuent de jouer ce rôle. Est-ce que tu penses que le sujet climatique peut être aussi un peu un cas d'école sur l'ensemble des autres sujets sociaux, économiques, de sorte que on remplace un peu l'opinion, encore une fois, et on en parlait tout à l'heure, par l'information, tu vois, parce que au final, alors même si effectivement les journalistes et à fortiori les éditorialistes ne sont pas objectifs, et humainement c'est vrai qu'on l'est pas, mais on peut essayer d'objectiver l'information que l'on présente, notamment grâce à des revues un peu scientifiques, grâce à des argumentaires que l'on va développer auprès de spécialistes. Alors je sais qu'il n'y a pas qu'une seule vérité, mais je pense que démocratiquement on aurait tout intérêt, et notamment pour lutter contre la désinformation et les fake news, de développer une sorte de déontologie ou de technique journalistique et réglementaire aussi pour éviter de plonger un peu le pays et une démocratie dans l'état dans lequel aujourd'hui le pays est. Oui, en fait, on n'a pas vocation, je pense, en France, à avoir des médias d'opinion. En tout cas, pas autant que ça peut être le cas dans certains pays anglo-saxons. Et comme les États-Unis sont l'exemple le plus saillant. En revanche, on n'aura jamais de Fox News en France. Ah ben, on n'est jamais préservé du pire. Hein. Il faut se battre pour préserver nos acquis. C'est bien pour ça qu'on fait ce qu'on fait. Mais en tout cas, on ne l'espère pas. En revanche, le système n'est pas fait pour aujourd'hui avoir des médias d'opinion. Or, c'est un peu en train d'arriver, voire complètement en train d'arriver sur certaines chaînes. Mais l'idée n'est pas de dire que l'opinion n'a pas sa place dans les médias. Au contraire, c'est crucial d'avoir des débats d'opinion et des débats de société qui convoquent valeurs, perceptions, vision du monde, avec les défis matériels auxquels on est confronté. C'est ça, en fait, dont on a besoin. Encore faut-il se fonder sur les défis matériels auxquels on est confronté. Enfin, je veux dire, encore faut-il fonder les débats d'opinion sur les faits. Et nous, c'est précisément là que le bas blesse dans ce qu'on observe, c'est cette notion de faits qui ne sont plus partagés par certaines franges de la population, de la représentation politique, ou en tout cas des personnes qui prennent la parole dans les médias. Et en fait, si on ne peut plus se réconcilier sur des faits incontournables, mais dans ces cas-là, on ne parle plus le même langage, on ne parle pas du même monde, mais c'est pas possible. Enfin,
On peut pas avoir ce type de débat, c'est de la mauvaise foi pure et simple. Et cette mauvaise foi, pour le coup, dans les médias, quand on leur donne des espaces publics d'expression, on peut pas considérer que c'est autorisé. Et c'est précisément là que doivent intervenir les autorités de régulation. Vous avez mis en place des techniques, vous avez mis en place un certain nombre de méthodes, voire de technologies pour surveiller tout ça ou pas? Comment vous travaillez de ce point de vue? Oui, avec plusieurs partenaires, donc je vais les nommer parce qu'on fait un travail ensemble de longue haleine. Expertise Climat, Climat Média, Médiatri, Data for Good. Il y a aussi le cabinet Eleven Strategy qui fait du conseil en data. Okay. Et donc on développe un observatoire des médias sur l'écologie. Et c'est un outil qui permet de comprendre le pourcentage de temps d'antenne consacré aux crises environnementales. Donc à la fois climat, biodiversité, crise des ressources, mais aussi quand on parle de quantité, on parle aussi de qualité, de quoi est-ce qu'on parle, quelles sont les thématiques observées, est-ce qu'on parle des causes, des conséquences, des constats, des solutions, est-ce qu'on parle d'énergie, d'agriculture, de mobilité, est-ce que ce sont des experts qui prennent la parole ou des représentants d'intérêt, des polémistes, voire des personnes qui désinforment fréquemment. Voilà, donc tout ça, on sera en capacité de le dire. Ça sort en novembre au Théâtre de la Concorde. Ouais, ok, d'accord. Il y aura une présentation de ça, de l'observatoire. Il y aura un site internet qui sera en accès libre pour tout le monde et qui sera en capacité, nous, on le souhaite, de faire de la mobilisation autour de ces données pour qu'on puisse, in fine, l'utiliser pour pousser les médias à faire mieux. Ouais. Et aussi, ça servira aux médias pour avoir de la donnée, pour objectiver leurs performances et s'améliorer. Donc ça, c'est quelque chose qu'on développe. Et en parallèle de ça, on mène un travail sur la détection de la désinformation, parce qu'aujourd'hui, on fait tout à la main sur la désinformation. Donc ça veut dire que ça nous prend beaucoup de temps de visionner des choses. On a aussi beaucoup de personnes qui nous envoient des contenus pour nous alerter, qui nous servent au quotidien. Mais on a besoin d'avoir une vision plus exhaustive du paysage, notamment aussi parce que c'est compliqué de faire de la veille sur des médias qui vont tellement aux antipodes de nos convictions qu'en fait, au quotidien, nos veilleurs, ils sont un peu déprimés. Ça fait mal, quoi. Et donc, si c'était possible de visionner ça automatiquement, ce serait beaucoup plus rapide et plus stabilisateur d'un point de vue juste ambiance de travail. Et donc, en fait, très concrètement parlant, on a fait tourner ça il y a 2 semaines durant un hackathon. Notre premier produit, en fait, sur des transcriptions d'une radio. Ouais. Et ça nous a permis, en 3 mois de temps d'antenne, de détecter 58 cas de désinformation climatique. Ah ouais. 58 cas de pure désinformation. 58 cas sur des médias spécialisés, mainstream. C'était un média mainstream. Et donc, en fait, ça nous permet de démontrer par la preuve. Jusqu'à présent, on n'avait que l'intuition que la désinformation, elle est systémique. C'est pas juste un cas emblématique choquant par-ci par-là. Non, c'est sur 3 mois de temps d'antenne, on a quasiment 20 cas par mois. C'est énorme, en fait. C'est volontaire, c'est commandé, c'est désinformé. Le débat sur l'intentionnalité, honnêtement, nous, c'est un débat éternel. On aimerait se dire que c'est pas volontaire et que c'est le résultat soit d'un désintérêt ou d'une méconnaissance. Mais là, c'est massif, en fait. Mais là, c'est massif. Et en fait, c'est massif. Ils ont été repris à l'ordre parce que c'est des chaînes sur qui s'est passé des cas emblématiques liés à des sanctions. Et donc, en fait, si t'es repris à l'ordre et que tu continues de le faire, à un moment donné, l'intentionnalité, on commence à la situer. En douter, Et donc ça, pour nous, c'est important. Maintenant, cet enjeu de désinformation dans les médias, il est très méconnu. Et donc, pour nous, cette donnée, elle est cruciale parce que ça permet de montrer que c'est un problème. Et c'est pas que un problème sur les réseaux sociaux. Et si c'est un problème dans les médias, c'est particulièrement grave parce que la parole dans les médias, elle est crédibilisée. Si je suis un expert qui tweet, peut-être que je désinforme, enfin pseudo-expert, peut-être que je désinforme. Mais dans ces cas-là, c'est lié uniquement à ma communauté. Si je passe dans un média, tout d'un coup, je dépasse les chambres d'écho, je dépasse les bulles de filtre et je parle à une communauté qui n'est plus uniquement la mienne, qui est celle du média dans lequel j'interviens. Et donc, je suis légitimée, crédibilisée. Et en plus de ça, je touche énormément de personnes. Et derrière, en plus, ces contenus de désinformation, comme ils sont crédibles, ils sont réutilisés sur les réseaux sociaux pour créer de la désinformation en ligne. Donc en fait, pour nous, 58 cas en 3 mois, c'est 58 bombes potentiellement qui créent du doute auprès des responsables politiques qui se disent « Ah, mais finalement, on n'est plus vraiment sûr que ce soit une priorité. Bon, dans ces cas-là, je vais peut-être y aller mollo sur cette priorité. En plus, c'est difficile politiquement. Les entreprises, pareil. Ah, mais finalement, moi, j'avais anticipé une norme, mais finalement, si on commence à dire que finalement, on n'est plus sûr, bon, ça va peut-être être pas ma priorité de faire de la R&D sur ce sujet. » Et les citoyens, c'est la même chose. Donc en fait, c'est vraiment très préoccupant d'avoir autant de données. Et nous, ce qu'on ambitionne de faire, c'est de créer cette prise de conscience non seulement en France, mais aussi en Europe et dans le monde, parce qu'en fait, on a très peu identifié d'associations qui portaient le même plaidoyer et on considère que c'est vraiment une priorité. Donc, est-ce que l'enjeu, c'est d'identifier des associations qui sont en Europe avec lesquelles travailler? Est-ce que c'est de créer des initiatives
en Europe, ailleurs, dans d'autres pays, pour essayer d'améliorer aussi un peu la chambre d'écho? Est-ce qu'il y a d'autres associations d'ailleurs qui pourraient porter finalement ce combat, notamment des associations pro-démocratiques, tu vois, je sais pas. Il y a une stratégie un peu sur le sujet? Ouais, on a rejoint une coalition internationale qui s'appelle la Climate Action Against Disinformation, donc la coalition du climat contre la désinformation, et qui travaille sur la désinformation climatique en ligne. Donc nous, on essaie de créer le nouveau canal de travail sur les questions de médias traditionnels et pas uniquement de réseaux sociaux. C'est des associations qui sont assez puissantes, qui sont notamment implantées dans les pays anglo-saxons, mais pas que. Donc ça nous permet aussi d'avoir un rayonnement beaucoup plus important. Et ensuite, on a récemment découvert une association en Allemagne qui s'appelle Climat for Art et qui travaille exactement sur le même sujet que nous, avec la production de données. Donc on essaye de travailler ensemble de plus en plus. Maintenant, nos plus grands alliés, c'est les institutions, les responsables politiques, parce que c'est eux qui peuvent créer le changement et qui peuvent permettre une prise de conscience au plus haut niveau. Et donc nous, notre stratégie bottom-up, c'est-à-dire partir du terrain pour aller toucher les responsables politiques, c'est fonctionnel à une certaine échelle. Si ensuite derrière on fait du top-down, si les responsables politiques commencent à dire que c'est un problème et qu'ils vont s'y consacrer, d'un coup on change de tonalité, ça devient quelque chose de vraiment très sérieux. Et c'est pour ça que en termes de stratégie, nous, nos échéances, c'est à la fois les moments électoraux, parce que c'est les moments où on verbalise de nouvelles propositions, de nouveaux engagements, et les moments diplomatiques internationaux, comme les COP. Tout simplement parce que d'une part, dans les médias, les COP, c'est le seul moment où il y a un pic d'information environnementale, sauf quand il y a des inondations, des incendies, ce type de choses. Mais sinon, c'est le seul moment de l'année où on parle vraiment beaucoup d'environnement, en comparaison du temps restant. Et c'est aussi le moment où les États se mettent d'accord sur des priorités collectives. Et on pense honnêtement que la désinformation climatique devrait être adressée à un niveau qui transcende les frontières, parce que il y a des opérateurs économiques qui l'utilisent comme stratégie et qui n'opèrent pas au sein de frontières nationales. Et il y a plein d'autres questions en fait qui me viennent en tête. J'avais reçu à ce micro une femme formidable, Sarah Durieux. Je pense que tu dois connaître, qui travaille vraiment beaucoup sur les questions démocratiques. Et pour moi, vraiment, le sujet central, il est aussi lié au sujet démocratique. La planète sur laquelle on vit, c'est aussi l'environnement dans lequel on vit, mais l'environnement social et la manière où on peut essayer d'hériter aussi de responsables politiques qui sont assez bien cortiqués. Et malheureusement, en fait, on s'aperçoit en France et en Europe qu'il y a une régression extrêmement importante des organisations de progrès démocratiques et de leur financement. On a vu l'Open Society Foundation qui a retiré en fait l'ensemble de ses financements, quelque chose comme 200 ou 250 millions. Quand on voit, par contre, des organisations conservatrices extrêmement puissantes qui injectent énormément de fonds, on l'a vu avec le projet Périclès, il me semble, en fait, de Pierre-Antoine Sterrin. Donc, tu vois, il y a malheureusement, en fait, sur ces sujets-là, il y a un combat là idéologique et financier extrêmement fort. Est-ce que tu identifies des difficultés justement avec des organisations non gouvernementales, voire des sociétés, à l'accomplissement de votre mission? Est-ce que vous voyez quelque chose qui vous mettrait des bâtons dans les roues ou pas? Est-ce que vous pensez avoir le champ libre? Non, on n'a clairement pas le champ libre. Les premiers obstacles, ce sont les médias eux-mêmes qui n'apprécient pas notre mode d'action. Tout simplement parce qu'il est dérangeant et qu'il est subtil, dans le sens où, en effet, si on allait un cran plus loin, ce serait quasiment autoritariste, ce qu'on ne fait pas. Mais je veux dire, ils anticipent un danger, ce qui est peut-être en partie normal, mais je pense qu'ils devraient être davantage à l'écoute aussi de ce que ça transmet comme message. Donc nos premiers bâtons, ce sont les médias. Ensuite, il y a un discours ambiant qui croît de plus en plus, qui est celui que la lutte contre la désinformation serait le mauvais combat à mener. Et alors, ce propos, il est tenu à la fois par des personnes qui ont des conflits d'intérêts explicites avec l'industrie fossile, notamment aux États-Unis. Ça à coup de tribunes, à coup d'articles, de papiers d'opinion, qui en fait lentement, insidieusement commencent à dire mais finalement, est-ce que la désinformation, ça n'empêche pas de s'atteler vraiment au changement matériel? C'est-à-dire, est-ce qu'on ferait pas mieux d'installer des éoliennes plutôt que de tergiverser entre élites intellectuelles sur l'importance ou pas de lutter contre la désinformation? Ouais, très insidieux. Mais en fait, ça arrive en France et nous, de plus en plus, on a des chercheurs de renom qui nous disent mais arrêtez de parler de désinformation, c'est pas le bon combat. Mais en fait, tout est intrinsèquement lié. C'est-à-dire que si on déconstruit la perception de l'urgence auprès des responsables politiques à l'aide de papiers d'opinion qui désinforment, mais ça concerne les changements matériels.
C'est-à-dire que ces responsables politiques vont voter moins d'aide, moins de budget, moins de conditions qui facilitent, par exemple, l'installation de ces fameuses éoliennes sur le terrain. Et si, en parallèle de ça, je dis aux citoyens, opposez-vous aux éoliennes parce que les éoliennes, ça crée des nuisances sonores, ça crée des nuisances sanitaires, ça va perturber votre santé. Mais derrière, on va avoir des recours en justice contre les projets d'éoliennes qui sont sur le terrain. Donc en fait, la désinformation peut avoir des ramifications matérielles. Et nous, voilà, on déconstruit cet argument, mais on commence à voir que des forces contraires puissantes se mettent en place. Et je pense que la force contraire la plus importante, c'est les tenants du statu quo qui consistent à dire non pas le réchauffement climatique n'existe pas, non pas il n'est pas d'origine humaine ou encore ce n'est pas grave, mais juste il y a d'autres priorités. Consacrons-nous aux priorités absolues. La géopolitique, les crises, les guerres, ça c'est vraiment beaucoup plus important sur le temps court. L'inflation, la crise du budget, la dette. Pour l'environnement, on a plus de temps. Et ça, c'est le pire en fait, parce que l'environnement, on a besoin de planifier sur le temps long, et c'est précisément parce que c'est urgent et que ça prend du temps qu'on doit commencer dès maintenant. Et c'est dur en fait de se confronter à des personnes qui nous disent, voyez, il y a des personnes qui meurent à l'autre bout du monde, pensons à ça, mais bien entendu qu'il faut s'y consacrer. Mais donc voilà, ce décalage de temporalité, ce décalage de perception de l'urgence, il nous met constamment en porte-à-faux. Et donc ça, c'est un gros bâton. Et ensuite, après, sur la manière dont on le combat, en fait, on considère juste qu'il y a énormément de possibilités de s'engager, que si certains s'engagent sur certains sujets, tant mieux. Le nôtre, c'est celui-ci. Et donc nous, on va continuer de le faire. Et en essayant d'avoir de plus en plus d'alliés avec nous. Et je pense que des alliés, on en a. Honnêtement, il y a des responsables politiques, il y a des personnes dans les administrations, des personnes dans les institutions internationales ou même des citoyens sur le terrain qui font preuve d'une force incroyable pour nous aider. Donc je pense qu'il faut plutôt percevoir ça. Mais c'est loin d'être facile, honnêtement. Pour revenir à ton sujet sur les priorités, est-ce que tu crois pas que c'est un vrai problème très ancré de la psychologie humaine? Si on revient à soi, tu sais, en fait, c'est difficulté pour nous d'anticiper un examen et de réviser un mois ou 2 mois avant et de s'y prendre à la dernière minute. C'est quand on bosse à n'importe quel employeur, c'est d'avoir une tâche à faire et on va la faire aussi à la dernière minute. C'est pour n'importe quel responsable politique qui va gérer une collectivité et qui va, c'est quoi le problème du jour? Qu'est-ce que je dois résoudre comme problème aujourd'hui? Et puis après, effectivement, on prendra les choses les unes après les autres. Est-ce que, in fine, c'est pas juste un énorme problème mental qu'on a aujourd'hui, nous, êtres humains, à essayer de ne pas réussir à nous projeter loin et à essayer de voir la catastrophe arriver et puis de nous dire, c'est quand même relativement loin, donc on va essayer de le faire, mais plus tard, quoi, tu vois. Oui, c'est ce que les journalistes appellent la loi de proximité, où les gens sont plus touchés par ce qui concerne leur petit coin de jardin que ce qui se passe à l'autre bout du monde. Ce qui explique d'ailleurs qu'on parle très peu des dommages de la crise climatique qui se passe à l'autre bout du monde parce qu'on considère que c'est pas intéressant. Pas. Oui, certes, c'est un biais. Par contre, c'est un biais contre lequel les institutions sont conçues pour lutter. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'on planifie sur le temps long, c'est pour ça qu'on a des politiques publiques, qu'on a des objectifs à horizon 10, 15, 20 ans. Et le problème, c'est que, en fait, si on considère qu'il y a toujours plus urgent que ce qui va se profiler dans 20 ans, mais que ce qui se profile dans 20 ans, on doit le planifier dès aujourd'hui et qu'on s'y occupe pas, en fait, c'est un renoncement. C'est un renoncement à protéger. Absolument. Et ce renoncement, en fait, il y a bien sûr une responsabilité politique et je pense économique majeure, parce que les entreprises sont aussi en capacité d'avoir une vision de très long terme. Je pense que l'exemple par excellence, c'est quand on construit une centrale nucléaire. Voilà, il y a des choses qui se passent à horizon temporel très très éloigné. Pour autant, on le fait quand même. Et donc, les médias devraient avoir cette capacité à rappeler à leurs responsabilités, parce que les médias, c'est ce contre-pouvoir en fait. C'est ce levier qui joue ce rôle de pression quand personne d'autre ne peut exercer cette pression, parce que soit on est trop petit, en tant que citoyen, on est inaudible, soit parce qu'on n'y pense pas ou qu'on n'a pas intérêt à le faire. Et voilà, donc en fait, on pense qu'il y a vraiment un enjeu à constamment rappeler que même si les dommages ne sont pas observables aujourd'hui chez nous maintenant, alors en plus c'est maintenant à remettre en question, puisqu'on voit que les inondations en Europe centrale, c'est tout de suite maintenant et que les dommages sont catastrophiques. C'est important de jouer ce rôle de redevabilité. Les politiques nous sont redevables. Et qui est-ce qui les rend redevables? Les journalistes. Et l'éducation dans tout ça, on le place où? L'éducation, indispensable, mais levier de long terme. Et souvent, les journalistes, quand on leur dit... Tu vois, on y revient. Non, mais quand on leur dit, voilà, informez-vous, ils disent, mais ça, les nouvelles générations le font en école de journalisme. Nous, on n'a pas le temps, c'est pas notre quotidien. On attend la relève. Mais la relève n'est pas au pouvoir. La relève n'est pas en capacité de prendre des décisions aujourd'hui à l'échelle des directions de médias. Et donc, en fait,
Oui, en plus, ça sera soumis à des résistances terribles. Tout à fait. Et on est convaincu du pouvoir de l'éducation. Il faut mettre en place des cours, des spécialisations. Mais le souci, c'est qu'il faut faire les deux et que c'est souvent utilisé comme argument pour différer la responsabilité. Donc, on s'en méfie un petit peu. Mais on est bien sûr en soutien. Est-ce que tu penses que il y a des sujets sur lesquels on n'a pas discuté, que tu aurais aimé non, un message que tu aurais voulu passer? Je pense qu'on a fait le tour. Je pense que notre action, elle est encore beaucoup incomprise. Et je pense que c'était très utile d'expliquer où on se situe, pourquoi est-ce qu'on fait ce qu'on fait, pourquoi est-ce que les médias, on peut les accabler de beaucoup de mots, parce que des critiques médias, il y en a énormément et c'est facile. Tu disais tout à l'heure, on fait moins confiance aux journalistes, c'est vrai. En même temps, ça reste une profession de référence vers qui on se tourne quand on a besoin d'informations. Donc c'est très paradoxal la relation que chacun a avec les journalistes. Le fait est que ça reste, voilà, comme je dis, une référence, que ça reste l'une des uniques manières d'avoir une information honnête, fiable, équilibrée et encadrée. Et que voilà, je pense que c'est important d'appréhender avec nuance ce rôle et de dire c'est pas tout ou rien, c'est pas un cadre hyper strict de régulation. On attend de l'Arcom qu'elle sursaute à chaque instant pour remédier à des travers qu'on observe. Et à la fois, l'état actuel des choses est loin d'être satisfaisant et loin de nous protéger. Et donc on ne peut pas uniquement demander des cadres d'autorégulation ou des mesurettes qui permettraient sur le court terme de montrer qu'on améliore la situation. Non, là il y a vraiment besoin d'un changement de cadre, d'un sursaut journalistique. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on en passe par le levier de la loi. Et voilà, je pense que c'est important de comprendre cette nuance. Merci Eva. Je n'ai pas terminé. Parce que tout ce dont on a parlé est éminemment important. Je crois, j'en suis sûr. Et si t'es à ce micro-là, c'est aussi parce que tu le crois, t'es engagé à Quota Climat. Et puis, moi, je salue cette initiative. Et vous êtes combien à Quota Climat? Il y a 60 adhérents dans l'association et on est 4 dans l'équipe permanente. Permanente. Ouais, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Et ça ne fera que grossir. Et j'appelle toutes les entreprises, toutes les startups, toutes les fondations, fonds, à participer au financement de Quota Climat. Et pourquoi pas, alors je ne sais pas s'il y a des questions d'intégrité mais peut-être même en fait des médias qui se diraient que... Il y a un média qui a récemment adhéré à l'association. C'est Mediapart, non, c'est ça? Non, c'est Madines, qui est un média qui travaille sur l'actualité start-up et technologie et qui s'est engagé à consacrer 20% de leur contenu aux enjeux écologiques. Ah, super. Louis Carle et Étienne Porté. Exactement. Bravo. Bravo Étienne et Louis. Je sais que en 2024, cette année, vous avez fait quelque chose d'hyper intéressant, super important, et je crois qu'il faut vraiment l'inscrire dans le temps long. C'est la vérification des faits pendant les débats, et notamment pendant les élections européennes ou à Change Now, où vous avez participé à cette équipe de vérification des faits pendant la discussion et les débats avec... je pense que ça doit être un exercice terrible. J'aimerais bien que tu nous racontes un petit peu comment vous l'avez vécu et comment tu vois aussi le rôle de Quota Climat ou d'autres organisations dans la vérification des faits pendant les débats politiques et notamment présidentiels. On l'a évoqué un petit peu avec cette question un petit peu ridicule qui a été posée pendant un débat présidentiel. Et la deuxième question, c'est dans quelle mesure vous n'utilisez pas, ou il serait possible d'utiliser l'intelligence artificielle pour essayer d'accélérer un petit peu le mouvement et faciliter ces travaux qui doivent être assez difficiles à mener pendant un tel débat. Ouais, c'était une expérience très intéressante, assez frustrante parce que les débats vont très vite et que nous, notre ambition, c'était pas uniquement de produire un article de fact-checking, mais que ce soit live, c'est-à-dire que les journalistes puissent avoir accès aux informations fausses et pouvoir corriger les candidats en direct pour porter à la connaissance des auditeurs et mettre en difficulté les candidats. Ça a été quasiment possible de le faire. La raison pour ça, c'est qu'on avait une dizaine d'experts avec nous. Et donc, très concrètement parlant, tout le monde écoutait le débat de manière très concentrée. On notait tout ce qui se passait. Et ensuite, les experts repassaient en revue ce qu'ils disaient. Et dès qu'ils voyaient qu'il y avait une fausse information, ils me transmettaient l'information. Moi, j'écrivais. Et les journalistes avaient accès aux documents. Et en fait, ce qu'on voyait, c'était... On réagissait... Honnêtement, on n'aurait pas pu réagir plus vite. On était dans le 30 secondes à la minute. Ah ouais. Sauf qu'on était passé à autre chose dans le débat. Donc c'était impossible en fait pour les journalistes de revenir parce que ça aurait donné un débat cacophonique, on revient systématiquement sur ce qui a été dit avant alors qu'on est passé à un autre candidat qui parle. Et des bandeaux rectificatifs. Donc voilà, c'est la deuxième solution qu'on a envisagée, c'était le bandeau.
Pour le coup, donc c'était France Info qui diffusait le débat de Change Now et ils n'ont pas souhaité mettre de bandeau. Okay. Nous, on pensait que ça pourrait être une solution technique qui était assez efficace pour transmettre l'information. Et ensuite, après, troisième chose, quand on est en live sur France Info, quand on regarde sur Internet, il y a une espèce de chat. Donc, on aurait pu transmettre des informations au fur et à mesure ou en tout cas notifier. Mais pareil, ça n'a pas été fait. Donc, bon, il y a des pistes d'amélioration. Nous, ce qu'on a constaté, c'était qu'en tout cas, il y avait une demande extrêmement forte. Enfin, en tout cas, nos articles de fact-checking ont été énormément lus. On s'attendait pas du tout à ça. Donc, ça montre que, en fait, il y a un besoin de comprendre ce que nous disent les politiques. Parce qu'en fait, Donc, ça a été fait a posteriori, au final. Ouais, le lendemain matin, en fait, on a posté notre article parce que du coup, on avait en live tous les éléments, donc on a pu le faire rapidement. Et en fait, il y a énormément de chiffres qui sont dits, énormément de faits qui sont affirmés. Et en fait, c'est impossible d'y voir clair. Et ce qu'on a constaté, c'est qu'il y a quand même beaucoup de fausses informations et que c'était très utile d'avoir ce type d'exercice. Donc ensuite, on l'a refait sur 5 débats de la période électorale qui s'est en suivi, donc européenne et législative. Et à chaque fois, c'était très demandé. À chaque fois, on avait une quinzaine de fausses informations. Ce qu'on a constaté, c'est que certains politiques désinforment massivement, au contraire de d'autres, qui utilisent peut-être d'autres stratégies rhétoriques, mais pas la désinformation. Et c'est notamment l'extrême droite qui désinforme le plus. C'est-à-dire qu'ils disent des choses qui sont complètement décalées par rapport à la réalité et qui vont dans le sens de leurs propositions. C'était important de le constater par les chiffres parce qu'on savait globalement que c'était quelque chose sur lequel ils avaient moins de préoccupations que d'autres partis. Mais en tout cas, là, c'était massif. Et je pense qu'à l'avenir, en effet, l'IA, ça peut être une des solutions pour accélérer le mouvement. Mais c'est compliqué parce que, en fait, c'est des narratifs. Et déjà, faut vérifier l'IA. L'IA doit reposer sur des socles de connaissances scientifiques. Et surtout, les experts sont souvent plus rapides à identifier des narratifs fallacieux et à anticiper une question qui pourrait permettre de préciser. Alors que l'IA, aujourd'hui, c'est moins précis. Alors, honnêtement, vu l'accélération du développement des modèles de langage et d'analyse, honnêtement, je pense que on y arrivera. On y arrivera, et c'est peut-être une des perspectives fortes du fact-checking. Mais en tout cas, si c'est pas fait en live, c'est vrai que l'exercice a moins d'intérêt parce qu'on touche pas les mêmes audiences. En tout cas, c'est pas forcément les mêmes personnes qui regardent et qui lisent derrière les articles. Tu veux dire par là que les personnes qui vont assister au débat ne vont pas forcément ensuite se renseigner sur ce qui a été dit ou les résultats? Oui, c'est quasiment sûr. Mais en ordre de grandeur, on est sur peut-être 1% des gens qui ont regardé le débat qui lisent du fact-checking, mais même beaucoup moins. C'est moins efficace. Pourtant, sur Change Now et puis sur les européennes, c'est quand même plutôt des gens qui sont assez concernés par ces sujets-là, donc ou plutôt renseignés ou informés. Les gens qui étaient dans l'audience peut-être, mais en fait, c'était diffusé sur la chaîne du youtubeur Gaspard G et sur France Info TV. Et sur France Info TV, Gaspard G, non, on touche pas les mêmes audiences, quoi. Tu imagines comment le monde de demain? Il est compliqué quand on est le nez dans le guidon, je trouve, d'avoir des prospections, enfin des perspectives, projections futuristes positives. Mais en tout cas, je trouve que c'est plus sain que quand on milite pour des questions environnementales, d'être plutôt dans le feu de l'action et de trouver aussi de la joie dans notre engagement. Et honnêtement, c'est un privilège de pouvoir le faire. C'est une portion infime de la population qui peut s'engager de la manière dont on le fait. Il faut être aussi formé pour beaucoup et avoir les codes pour interagir avec ces institutions, etc. Mais le fait est que ça a une certaine efficacité et je pense que beaucoup d'associations aujourd'hui se professionnalisent et donc permettent de le faire de manière à la fois qui épanouissent des personnes dont c'est désormais le métier et qui le font de manière impactante. Donc voilà, je préfère voir les choses au jour le jour et voir une perspective d'amélioration dans la manière dont on fait les choses. Et si on est plus efficace, ça veut dire que peut-être il y aura des perspectives plus réjouissantes demain. Donc. Merci beaucoup, Eva.